Bonjour à tous, bienvenue. Ce lundi 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. C'est aussi pour nous l'occasion de faire l'état des lieux des droits de l'homme sous le régime actuel, celui de Patrice Talon. Et pour cet exercice, nous avons invité l'un des acteurs à l'évaluation des droits humains au Bénin en la personne de Fidèle Kikan. Il est le directeur exécutif de Amnesty International Bénin. Fidèle Kikan, bonjour. Bonjour, monsieur Vigel. Avec vous, nous allons tout au long de cette émission revenir sur certains points de violation des droits humains évoqués ces derniers temps. La loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, la CRIET, cette loi qui institue aussi la CRIET, allège dit l'indépendance de la justice, le retrait du droit de grève, les libertés publiques, disons, en général. Eh bien, Fidèle Kikan, actualité oblige, commençons par cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette décision rendue jeudi et plutôt vendredi dernier au sujet donc de l'affaire Ajavon. Une décision qui suspend provisoirement la condamnation de Sébastien Germain Ajavon par la CRIET. Quelle appréciation en avez-vous eu en tant qu'acteur des droits de l'homme à l'annonce de cette décision? Merci. Nous pensons que c'est un service minimum que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples peut rendre dans cette histoire-là en prenant cette décision-là. Pour plusieurs raisons. Nous ne sommes pas, comme la décision de la Cour même l'a dit, on n'est pas encore dans le fond du dossier, on n'est même pas habilité en tant qu'Amnesty à nous prononcer sur le fond du dossier, mais sur la forme et sur les allégations de violation des droits de l'homme posées par M. Ajavon devant la Cour et aussi dans la chronologie des faits. Vous voyez, M. Ajavon avait saisi la Cour depuis, ce me semble, février 2017. Bien sûr. Et si nous devions être conséquents au Bénin aussi, et quelle que soit l'urgence de la question, on nous aurait appris que normalement la CRIET, même si on était pressé de rendre un certain jugement, on devrait tenir compte aussi de cette plainte qui était pendante devant une juridiction internationale. Et cette plainte est partie devant la juridiction internationale parce que les voies de recours au Bénin étaient épuisées ou supposées être épuisées. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une plainte sur, disons, la même affaire. Et donc, une juridiction nationale voulant se prononcer sur cette même affaire devrait devoir tenir compte de ce qu'il y a déjà une plainte à l'international. Donc, la Cour n'avait pas de choix que de demander au Bénin de surseoir donc à l'exécution du jugement d'octobre dernier et de pouvoir lui laisser le temps de se prononcer sur, disons, sur le fond du dossier. Et donc, c'est en surprise que nous avons apprécié ce service minimum rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faudrait aussi dire que, alors, disons qu'on a souri au niveau d'Amnesty International en voyant cette décision de la Cour parce que si on lit un peu entre les lignes la précipitation avec laquelle la CRIET a rendu son jugement et qu'on le rapporte dans l'environnement, l'agenda politique du Bénin, on a comme l'impression que quelque chose est fait pour quelque chose en fait. Et là, vous allez voir, nous déjà en novembre 2016, au niveau d'Amnesty International, quand les premiers organes de presse ont été arbitrairement suspendus, je dirais fermés, puisqu'ils n'ont jamais recouvré leur liberté fondamentalement. Les 7 organes à l'époque. Oui, à l'époque, si vous avez lu le communiqué que nous avons produit, nous avions déjà mis en background qu'il y avait un risque ou des éléments pouvant concourir à justifier un certain acharnement. Et cet acharnement, c'est plus ou moins, on pourrait le lire dans la précipitation dans laquelle le dossier a été conduit après au niveau de la CRIET. Et je pense que la Cour africaine, son comportement, c'est de dire, ramenons tous la balle à terre, ne tenons pas peut-être compte de l'agenda politique en cours, il y a les élections qui se profilent, il y a qui peut être candidat ou pas, remettons la balle à terre et puis suspendons tout et regardons
correctement dans le fond du dossier. Autrement Donc, dit, je pense que c'est un service minimum que la Cour a rendu dans cette affaire. Et nous espérons que le Bénin, qui est un champion de la démocratie, pourra déférer simplement aux injonctions de la Cour africaine. Autrement dit, Amnesty International Bénin était déjà interpellé par ce qui se passait à la Criette par rapport à cette affaire. Alors, je dirais bien avant la Criette, je viens de vous dire que dans le communiqué que nous avions sorti en décembre 2016 sur l'affaire de fermeture des organes de presse, nous avions mis un background. Et dès lors que nous avons mis un background, tout ce qui concernait les rapports conflictueux entre M. Sébastien Diavon et l'État béninois, nous avions mis ça sous observation et nous étions en train de regarder un peu entre les lignes ce qui se passait. Et donc, on a plusieurs éléments qui nous fondent aujourd'hui et qui continuent à nous fonder pour pouvoir regarder de plus près cette tragédie en fait qui se déroule sous nos yeux. Ceci dit, nous sommes totalement sponsors de toute action contre l'impunité, quelle que soit la personne en face. Mais les actions en justice par rapport à l'impunité devaient être empreintes d'équité et de justice, disons, accessible à tout le monde. Et nous avons l'impression que dans ce feuilleton qui a commencé depuis 2016, nous avons l'impression qu'il y a quelques éléments de couac qui fondent à des violations du droit de la défense, du droit de la personne, tout simplement. Cette célérité à la Criette que vous prenez pour de la précipitation, Fidel Kika avait été prise à l'époque comme pour entraver l'agenda de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette décision qui allait venir, la décision concernant justement cette affaire. Bon, on dira maintenant alors que qui est pris, qui croyait prendre, parce que la Cour est restée quand même sereine et nous pensons, la Cour a donné 15 jours au Bénin pour pouvoir répondre. Nous pensons que le Bénin va répondre courageusement, favorablement à la décision de la Cour. Vous êtes observateur des droits de l'homme au Bénin. Est-ce que, au vu de tout ce que vous avez vu, au vu du fonctionnement du gouvernement, vous pensez que cette décision de la Cour africaine va être respectée, le Bénin va s'exécuter? Autrement, le Bénin se montrerait comme un indiscipliné communautaire parce que le Bénin est parti à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin a donné quitus à ses citoyens de pouvoir saisir la Cour, de pouvoir lester devant la Cour africaine. Et quand vous avez pris toutes ces décisions courageuses et élégantes, c'est qu'en amont, vous êtes prêt à vous y soumettre. Et je pense que le Bénin est loin d'être un État vaillou. Et donc, le Bénin va respecter cette décision. Beaucoup de décisions de la Cour Olo n'avaient jamais été respectées par le même gouvernement. La Cour constitutionnelle, oui, c'était un précédent que nous avons connu au Bénin. Et nous avons décrié et nous pensons que le fait que nous l'avons décrié suffisamment dans le temps a pu ramener le gouvernement à la raison. Mais ici, on parle quand même d'une juridiction la Cour a communautaire. En temps de tête, ça peut être la raison aussi, non? Nous parlons d'une juridiction communautaire et vous pouvez mettre tout le désordre chez vous à la maison, mais quand c'est dehors, on a quand même la pudeur et l'élégance. Et je pense que démocratiquement et sur le point des droits de l'homme, le Bénin garde encore cette élégance diplomatique, cette élégance de conviction. Et nous pensons que le Bénin va pouvoir répondre favorablement et observer les règles de l'art. C'est juste une suspension. La Cour ne s'est pas encore prononcée sur le fond du dossier. Donc je pense que tout le monde devrait pouvoir rester tranquille et pouvoir suivre ce que sur à quoi nous tous nous avons adhéré, c'est-à-dire aux principes fondamentaux contenus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, ben c'est une suspension, mais cela peut augurer également de la suite, non? Oui, je sais de quoi vous voulez parler, c'est-à-dire que cette décision de la Cour africaine, puisque nous sommes sur une émission sans langue de bois, cette décision de la Cour africaine octroierait à une des parties quelques avantages ou quelques soucis en termes d'animation, par exemple, de la vie politique. Mais le droit est dû, mais c'est la loi est due, mais c'est la loi.
Et si le Bénin se réclame être un pays de droit, c'est-à-dire que c'est le moment, plus que jamais, de le prouver à la face du monde. Si l'agenda était vraiment lié donc à l'agenda politique, vous comprenez que la décision, exécuter cette décision de la Cour africaine pourrait être difficile. On est à l'orée des élections législatives. Je veux bien vous comprendre et je veux bien comprendre votre peur, parce que pas très loin de nous ici, un État beaucoup plus élégant peut-être que nous, dans une certaine mesure, le Sénégal a reçu à peu près, s'est retrouvé dans les mêmes conditions avec le maire de Dakar, oui, et a choisi de passer outre. Mais je demeure confiant que notre pays, le Bénin, a toujours surpris positivement le monde en termes de décisions élégantes, en termes de respect des institutions, en termes de respect des droits de l'homme, et que nous n'arriverons pas à cela. Mais au cas où nous arriverons à cela, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous allons aviser, et puis ça nous permet de pouvoir regarder les événements passés, les événements futurs, avec d'autres prismes et avec d'autres précautions. Fidèle Kikan, vous êtes le directeur exécutif de Amnesty International Bénin. Nous allons parler cette fois-ci des droits humains plus globalement. Quel état des lieux peut-on faire en plus de 2 ans de gouvernance de Patrice Talon? Alors, disons que c'est très compliqué de circonscrire... De poser la question globalement comme ça. De circonscrire l'évaluation des droits de l'homme dans un pays à un régime, en fait. Parce que vous avez, c'est une succession de faits et de conséquences, c'est une succession de conséquences et d'effets. Mais les acteurs changent. Les acteurs changent. Pour rester quand même très objectif, l'agenda ou le miroir de l'évaluation des droits de l'homme aujourd'hui au Bénin, c'est l'examen périodique universel. Et l'examen périodique universel qui s'est passé en novembre 2017 a pu montrer, disons, le profil du Bénin en matière de droits humains. Nous avons eu 191 recommandations, et dans les 191 recommandations, vous avez à peu près les grands pôles d'intérêt en matière de droits humains qui se sont nettement, disons, présentés. Vous avez la question de la protection des droits des enfants. Vous avez la question de la protection et le droit de la participation de la femme. Vous avez les questions de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Et vous avez la question des droits relatifs aux libertés fondamentales. Je commencerai par les libertés fondamentales. Nous avons quand même de plus en plus d'éléments qui nous inquiètent et qui nous désolent par rapport à la question, à la jouissance des droits, des libertés fondamentales. Parce que, qu'ils vous souviennent, on ne le dira jamais assez, l'une des décisions qui nous a surpris tous au Bénin, parce qu'on l'avait presque jamais vu dans cette forme-là, c'est la décision, je pense, de fin octobre 2016 par rapport aux associations des étudiants. Et puis, on en était encore là quand il y a eu la décision de fermeture des 7 organes de presse. On en était encore là quand nous avons vu tomber un peu de toutes parts, mais surtout dans le littoral, ces arrêtés préfectoraux qui suspendaient et qui encadraient, qui déterminaient des lignes rouges par rapport aux manifestations publiques. Et vous avez vu, les effets n'ont pas manqué. Nous avons observé quand même qu'il y a moins de vérité à des manifestations publiques de plus en plus au Bénin. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que l'espace civique, l'espace public, c'est le terrain de jeu des défenseurs des droits humains et de la veille citoyenne. Peut-être les Béninois n'ont rien qu'on pourra protester. Et si on étouffe, et si on restreint, et si on empêche les gens d'aller librement s'exprimer dans la rue, on risque de créer d'autres problèmes. J'en viendrai dans les détails peut-être à plus tard. Quand je cite novembre 2016, c'est que je parle déjà de la question de la liberté de presse. Et la liberté de presse, aujourd'hui, vous avez comme l'impression, quelqu'un a parlé de presse jumelle, de presse siamoise, des titres siamois et autres. Mais à l'intérieur même, vous avez de l'autocensure en fait. Vous avez des organes de presse qui nous demandent, nous par exemple, de venir sur leurs organes, mais
Dès qu'ils vous disent oui, on va parler de tel sujet et que vous essayez de leur donner quelques lignes de vos convictions, on vous dit non, ben, on vous revient quelques heures après, non, sujet jugé sensible, et donc l'émission ne tiendra plus. Donc cette autocensure de la presse est, je ne veux pas utiliser les résultats des journalistes sans frontières, mais voilà, c'est dit que nous avons des éléments de plus en plus qui montrent que la presse a perdu du terrain. Vous touchez la question de l'expression sur les réseaux sociaux, sur l'Internet. Qu'il vous souvienne qu'après le printemps arabe, ou dans le feu d'action du printemps arabe, les Nations Unies ont consacré un des droits de la troisième génération les plus forts, c'est-à-dire le droit à l'Internet, le droit d'expression sur les réseaux sociaux. Et nous observons de plus en plus d'attaques et de tentatives d'attaques pour un peu dissuader les gens de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Cela s'est malheureusement concrétisé avec la complicité du Parlement par le code numérique. Et le code numérique, nous n'avons pas vu venir, du moins nous avons alerté, mais la population n'a pas vu venir. Et ce fameux article 551 qui est utilisé comme une épée de Damoclès et qui donne du moins du grain à moudre à la criette. Ça dit quoi? L'article 551 qui dit voilà, il ne faut pas mettre des documents disons administratifs de ceci sur les réseaux sociaux, il ne faut pas dire ceci, cela sur les réseaux sociaux. De toute façon, bref, c'est cet article qui envoie la plupart de gens qui sont en prison pour s'être exprimés. C'est vrai, en tant que défenseur des droits humains, il faut être clair, l'apologie de la violence n'est pas parmi les stratégies de défense des droits humains. Mais nous sommes aussi un pays fondamentalement ancré dans la démocratie et dans l'observation des principes et valeurs des droits humains. Et à partir de là, nous devons savoir raison garder par rapport à la préservation de ces droits. Quand nous voyons un certain Korogoné aller en prison dans la foulée, on peut se dire il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et quand vous regardez maintenant le débat sur les réseaux sociaux, vous voyez que c'est un débat un peu plus timoré que cela ne l'était il y a quelques mois ou quelques années. Le code n'était pas encore voté. Et mieux, quand vous avez cette déclaration à laquelle je ne sais pas si tout le monde a prêté attention, du ministre Ouadani, je ne veux même pas encore parler des taxes disons, pourtant on va y revenir, raté ou revenu sur les réseaux sociaux, mais le ministre a dit devant tout le monde, nous savons ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Mais c'est extrêmement grave par rapport à la préservation du droit à la vie privée. Ça veut dire que nous sommes tous traqués sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que je ne peux plus aller faire ce que je veux sur les réseaux sociaux tant que cela n'enfreigne pas aux lois de la République. Quand je dis loi communautaire, c'est surtout les lois de la sécurité nationale. Donc ça veut dire que je ne peux pas me connecter sans qu'on me file. Cela vient donner en fait une sorte de caution aux rumeurs qui circulent que nous sommes tous mis sous écoute. Alors, en tant qu'Amnesty, nous ne sommes pas fondés pour colporter les rumeurs. Mais sur la question de mise sur écoute encore, il faudra dire que nous avons des peurs profondes. En tant qu'Amnesty, vous devez aussi faire des investigations, non? C'est ça. Encore que, au Bénin aujourd'hui, en matière d'investigation, WANEP l'a dit à suffisance, vous vous êtes rendu compte que le droit le plus brimé aujourd'hui, c'est le droit à l'information. Tout se cache. C'est-à-dire, tout se cache. Et pour vous donner une des preuves les plus grotesques, par exemple, ça fait quoi? Ça fait 2 ou 3 mois ou plus que nous parlons du code pénal qui a été voté à l'Assemblée, mais personne n'a la version officielle. Ah bon? Et si vous n'avez pas la version officielle des lois, comment est-ce que vous pouvez activer votre prérogative de proposition alternative? Est-ce que c'est le volume de la loi qui l'a fait cacher ou il a d'autres intentions derrière? Ça peut de 1000 articles. Je ne veux pas, oui, 1057 ou 1007 articles. Je ne veux pas prêter des intentions. Sur les faits, nous nous sommes rendus compte
en tout cas, j'ai envoyé personnellement une demande officielle depuis quelques semaines au garde des Sceaux pour avoir, après maintes tentatives aussi bien au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'Assemblée nationale, de ne pas pouvoir avoir ce document. J'ai officiellement écrit et je n'ai pas encore reçu réponse. Alors que nous, il nous faut cette loi-là pour pouvoir nous prononcer et pouvoir proposer des alternatives, à défaut de n'avoir pas été associé beaucoup plus tôt. Parce que ce qui aurait dû être un code pénal, par exemple, j'en viens, c'est pas que le code pénal, c'est encore un gros dossier, puisqu'on a quand même quelques versions intermédiaires sur lesquelles nous avons des sueurs froides. Mais c'est pour vous dire que si des documents aussi essentiels et tombés dans le domaine public, censés tomber dans le domaine public, sont cachés, c'est pas d'autres informations que vous devriez avoir sur... Faire des enquêtes, c'est compliqué dans ce contexte. C'est plus compliqué. Donc, alors, autant d'éléments qui prouvent que le droit à l'expression, les outils, le matériel de travail pour les défenseurs des droits humains, pour les éveilleurs publics, de plus en plus est caporalisé, est contenu, de sorte qu'on n'a pas véritablement de la matière. Or, vous savez que c'est sensible ce que nous faisons, c'est sensible ce que nous disons, parce que c'est les mêmes qui vont venir nous dire que nous avons avancé des fausses informations et que parce que nous avons avancé des fausses informations, que nous sommes coupables de ci ou de ça. Vous êtes à la solde de ça. Exactement. Donc, alors, on crée un système, on crée un environnement assez difficile qui inspire, qui distille la peur. Et ça, déjà, c'est la violation des droits de l'homme. C'est la violation des droits de l'homme parce que la reconnaissance du travail des défenseurs des droits de l'homme, c'est une reconnaissance du travail, c'est une reconnaissance faite par les Nations Unies. Et le Bénin a sponsorisé la déclaration des Nations Unies sur la défense sur la protection et la promotion du travail des défenseurs. À partir de ce moment, notre code de l'information et de la communication a expressément dit dans quelles conditions et dans quel délai tout document administratif demandé devait pouvoir être mis à disposition de ceux qui le demandent, pour peu qui sont fondés encore pour le demander. Déjà, c'est pour tout citoyen lambda parce que c'est un principe démocratique, et ensuite, beaucoup plus pour des défenseurs des droits humains qui réclament simplement le matériau pour travailler. Donc, on peut conclure donc sur ces éléments-là que de mars 2016 à aujourd'hui, on a quand même on a érodé beaucoup plus sur l'espace public. On a érodé beaucoup plus sur les libertés fondamentales, et cela n'est pas bien. Il est encore temps de pouvoir se raviser. Je continuerai parce que je citais donc les grands chapitres de l'examen périodique universel. Vous avez une question centrale, comme aussi je les mets ensemble, hein, la question de l'éducation aux droits humains et la question de la ratification de certaines conventions principales. C'est vrai que le gouvernement, depuis son arrivée... Sur ce dernier point, vous voulez dire que le Bénin ne se hâte pas à aller signer certaines conventions? Alors, nous avons eu la joie de découvrir quand même que du temps du régime Talon, il y a plusieurs conventions. Malheureusement, je n'ai pas la nomenclature dans la tête. Il y a plusieurs conventions qui ont été signées. Mais on sait très bien qu'il y a des conventions qui nous sont sensibles, parce que dès que le régime a été mis en place, nous, acteurs de la société civile, n'attendant même pas le troisième cycle de l'examen périodique universel et nous fondant sur les 2 premiers cycles de l'examen périodique universel, nous avions proposé au gouvernement un agenda par rapport à la question des droits de l'homme. Et par exemple, le protocole relatif au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui permet aux citoyens lambda de pouvoir se rendre justiciables devant les juridictions internationales. Parce que vous voyez, par exemple, si l'État béninois n'avait pas donné quitus à travers la 34-6, je crois, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples au gouvernement, à la population du moins, de pouvoir lester
devant la charte, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, M. Adjamon ne l'aurait pas fait. C'est la même chose pour les droits économiques, sociaux et culturels. Tant que le Bénin ne va pas ratifier ce protocole additionnel au PIDESC, le citoyen lambda qui pense qu'il a des éléments qui fondent que l'État béninois a violé sa jouissance des droits économiques, sociaux et culturels ne pourra pas citer l'État devant les juridictions internationales. Et ça, le Bénin traîne à... Et ça, le Bénin traîne à le faire. Depuis quand? Alors, le Bénin a signé le pacte depuis les années 2006 ou 2013, je pense 2013. Et là, ça fait donc depuis ce temps que nous faisons. Je pose la question parce qu'on peut dire que ce n'est pas le régime Talon qui traîne. Depuis. Non, le régime Talon a montré même de la bonne foi. Parce que, qu'ils vous souviennent, par décision ou conseil, relevé de Conseil des ministres, je pense du 12 juillet 2017, instruction avait été donnée au ministère des Affaires étrangères de pouvoir acter la ratification de cette convention. Nous, en tant qu'Amnesty International, et ça, on se le réclame. Et ce n'est pas la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères qui nous dirait le contraire. Depuis des années, depuis mes prédécesseurs, il y a un travail de fourmi qui a été fait pour apprêter toute la documentation pour que le gouvernement puisse aller. Donc quand on a vu ce relevé là du 12 juillet 2017, on s'est dit bon waouh, maintenant ils vont partir. De 12 juillet 2017 à maintenant, il y a plus d'un an qui se sont écoulés et pourtant nous avons vu d'autres lois, d'autres décisions qui ont été prises dans beaucoup plus de célérité. Peut-être le gouvernement s'est ravisé, soupçonnez-vous. Si vous vous ravisez pour ces choses-là, je pourrais facilement en déduire donc quelle importance vous donnez à la question des droits de l'homme et quelle importance vous donnez à la question de la veille citoyenne et du contrôle que les citoyens sont supposés exercer sur votre gouvernance. Est-ce que le climat que vous avez décrit tantôt, le contexte, toutes ces violations n'expliquerait peut-être pas ce que vous dites, ce ralentissement-là? Sauf que aucun régime dans notre pays, quel qu'il soit, ne peut réécrire à lui tout seul la constitution de notre pays et les choix des valeurs et principes que nous avons faits. Or, les choix des valeurs et principes que nous avons faits disent que nous sommes respectueux de la personne humaine, de la liberté de la personne humaine, de la dignité de la personne humaine. À partir de ce moment-là, nous avons dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sont des documents complètement infusés à notre Constitution. Il faut en tirer toutes les conséquences. La loi sur le droit de grève, un gros sujet de violation des droits de l'homme, selon beaucoup d'observateurs, est-ce également l'avis de Amnesty International? Je souris parce que sur la question de... Il y a eu deux débats. Il y a eu le débat avant la décision de la Cour constitutionnelle, il y a le débat après. La Cour. Je pense qu'il faut que les politiques soient quand même sérieux. Nous nous sommes échinés en tant qu'Amnesty International et d'autres organisations dans ce pays sur la question du droit à la vie, sur l'abolition de la peine de mort et la commutation des peines des derniers condamnés à mort. Et là, il faudrait aussi remercier le gouvernement parce que finalement, le 21 février 2018, il y a eu cette commutation qui a été faite. Mais je pense que dans le cours de l'élément, on peut revenir sur d'autres aspects. Alors, j'ai été très surpris de voir des éminents députés qui ne nous ont pas sponsorisés, qui ne nous ont pas supportés quand nous portions le plaidoyer par rapport à la peine de mort, mais qui viennent, je dirais presque cyniquement, utiliser la question de la peine de mort dans le temps pour justifier le retrait du droit de grève. Je suis d'accord, les droits humains sont universels, ils sont indivisibles, et donc la jouissance d'un droit ne doit pas justifier la violation d'un autre droit. C'est-à-dire que la jouissance du droit de grève ne doit pas permettre que, par exemple, le droit à la vie ne soit pas respecté. Vous parlez là du cas de la santé. Du cas de la santé. Mais dans le fond, le débat est malsain. Le débat est malsain parce que notre loi sur l'exercice du droit de grève au Bénin, c'est une loi complète. Pourquoi est-ce qu'on est allé
Pourquoi est-ce qu'on cherche à trouver le poil sur une tête bien rasée ou bien sur les œufs? La question du service minimum est bien traitée par la loi que je viens d'évoquer. Est-ce qu'on a pu justifier, on a pu prouver que l'administration a essayé de mettre en œuvre les démarches qui sont prévues par cette loi et trouver qu'elles sont inopérantes ou bien elles sont insatisfaisantes? Non. Vous pensez que la loi, elle seule suffisait? C'est le défaut. C'est à charge de l'administration si tout ce qui s'est passé, notamment dans le secteur de la santé, s'est produit. Parce que la loi a donné à l'administration comment est-ce qu'il faut gérer, en concertation avec les acteurs sociaux, comment est-ce qu'il faut gérer la question d'intérim ou de service minimum. Mais vous ne l'avez jamais fait. Et vous vous levez un jour pour donner quelques éléments, je reconnais, douloureux, mais utilisés cyniquement pour toucher à un principe fondamental qui nous a amenés à la démocratie et qui consacre la jouissance même des droits économiques, sociaux et culturels dont je parlais tantôt, surtout dans le domaine, dans le gros sous-secteur du droit de travail. Si tel que ça se fait finalement là, parce que du retrait, on a abouti finalement on a parlé d'encadrer. On a parlé d'encadrer. Et comme notre génie est tellement... je voulais pas caler. Oui, d'accord, fécond. Parce que je voulais utiliser un adjectif beaucoup plus fort. On est arrivé à ce qu'on a produit là. Combien de jours de grève par 10 an? jours par an. Mais vous trouvez ça normal? Parce que les pays qui peuvent s'autoriser ce genre d'encadrement, c'est que déjà, il y a des mesures qui sont prises en amont pour que le dialogue puisse se poursuivre, pour que le travailleur ait déjà le maximum des avantages sociaux. Notre pays n'a pas tous ces principes-là, n'a pas tous ces mécanismes, et on veut dire le seul élément de pression que nous avons sur l'État pour faire mal à l'État, pour que l'État respecte nos droits, les droits que lui-même il a reconnus. L'État nous les arrache. Je pense que c'est un mauvais théâtre. Et je suis persuadé que les acteurs, aussi bien gouvernementaux que sociaux, vont retrouver un terrain d'entente pour que cette loi-là soit relue. D'ailleurs, le revirement jurisprudentiel de la Cour constitutionnelle elle-même est à questionner. Et il faut pouvoir rester sainement convaincu des principes, quels que soient les moments. Parce que les mêmes acteurs hier, nous les avons écoutés. Et ils étaient justes dans ce qu'ils disaient, qu'il ne fallait pas toucher à ces principes fondamentaux des libertés fondamentales. Vous parlez des nouveaux acteurs de la Cour constitutionnelle. Oui, on les a écoutés hier. Nous avons vu cette décision de la Cour Olo. Et voyant le revirement idéologique de ces mêmes acteurs et qui allaient venir à la Cour, on se disait peut-être qu'ils allaient changer les choses, mais on se disait non, ils n'iront pas juste là quand même, parce qu'ils n'iront pas se dédier eux-mêmes par rapport à leurs convictions et par rapport à leur métier. Parce que certains sont de brillants produits de la chaire UNESCO. La chaire UNESCO, c'est quand même sacro-saint. En termes de défense, en termes d'étendard, en termes de porte-d'étendard, des questions des droits humains. Je pense que la question des droits humains au Bénin commence à devenir une question qui change de couleur au gré du temps et au gré des acteurs. Ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça, parce que c'est des droits qui sont inhérents à la personne humaine et qui sont inaliénables et qui sont inamovibles quel que soit le temps. Malheureusement, on en est encore là, mais je crois que la bataille n'est pas terminée. Le gouvernement se défend, c'est pour sauver le droit de justiciable, que le droit de grève a été ôté également aux magistrats et aux acteurs de la justice. Encore une fois, il faut faire attention quand nous voulons copier les autres. Dans les contextes, je pense que les personnes les plus habilitées ont donné force exemple. Dans les contextes où cela s'est produit,
Il y a eu tellement d'encadrement. Vous savez, je sortirai un peu de la question des droits de grève pour vous donner... je discutais avec un diplomate suisse à Genève qui disait, oui, mais quand on disait, soutenez-nous pour avoir la Commission béninoise des droits de l'homme. Ils disent, oui, nous pouvons le faire, mais nous-mêmes, nous n'avons pas chez nous. Et je lui ai répondu ceci. Oui, vous n'avez pas une commission des droits de l'homme en Suisse, mais vous avez un environnement institutionnel en Suisse qui fait que même en absence de cette commission, les choses marchent. Mais dans notre pays, nous n'avons pas un environnement comme ça. Au contraire, nous avons un environnement hostile. Donc, pour revenir à la question des droits de grève ou à la question de reconnaissance des droits de grève à certaines catégories professionnelles, il faut s'assurer que ce que nous voulons copier des autres, des exceptions que nous voulons copier des autres, sont aussi accompagnés des prérogatives ou des avantages ou des encadrements institutionnels qui ont été concédés par ces pays-là. Et ce n'est pas le cas de ce que nous avons vu ici. Ce que nous avons vu ici, c'est purement et simplement une brimade, une violation du droit de grève et donc une énième violation de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Et je répète en disant que nous, au niveau d'Amnesty, nous continuons à voir ça comme un mauvais théâtre, c'est-à-dire un mauvais rêve, disons même un vilain cauchemar, et que les acteurs tels que ça s'organise déjà, nous avons des acteurs de la société civile qui ont déjà intenté des actions au niveau des juridictions internationales. Vous avez vu aussi quelques organisations syndicales qui sont dans la danse. Et nous encourageons tous ces acteurs-là de saisir ces différentes voies pour que le débat se refasse, mais se refasse cette fois-ci à l'endroit et non à l'envers. Est-ce que, pour rester toujours dans le secteur de la justice, on peut voir un brin de violation des droits humains dans, disons, la réorganisation du Conseil supérieur de la magistrature? Alors, il se pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes, au-delà même de la question de violation des droits de l'homme, de la sincérité du débat politique et de la discussion politique. Le candidat Talon, en 2016, avait une position très claire dans son projet de société par rapport au Conseil supérieur de la magistrature. C'est clairement écrit dans son projet de société que dans son idée que nous avons tous validée et célébrée, de pouvoir, disons, décharger le chef de l'État de toute sa surpuissance qu'on lui a donnée, le chef de l'État ne devait plus siéger au Conseil supérieur de la magistrature. C'était ce qu'on pouvait espérer le plus. Et c'est ça qu'il nous a promis. Après, qu'est-ce que nous avons vu venir? Nous avons vu déjà qu'au niveau du PAG, toute cette longue nomenclature par rapport au Conseil supérieur de la magistrature réformé s'est restreint à pratiquement une ou deux phrases au niveau du PAG. Entre-temps, vous avez vu la version, la constitution amendée, version de mars 2017, si mes souvenirs sont bons. Le premier rejet. Le premier rejet. On voyait déjà un Conseil supérieur de la magistrature qui était mi-figue, mi-raisin. Entre-temps encore, l'inamovibilité du juge, je ne sais pas si l'expression est bonne, avait déjà commencé à être retouchée par le ministre, par certains arrêtés, certaines décisions du ministre de la Justice. Or, vous savez très bien que l'un des piliers fondamentaux de la démocratie, c'est la justice. Et la justice, mais une justice indépendante du pouvoir exécutif. Or, dans déjà la manière dont notre justice est organisée, dans la manière dont les juges, les gens sont nommés, les gens sont entretenus aussi bien au niveau du ministère de la Justice que du ministère de l'Intérieur, vous avez l'impression que, disons, la démarcation est assez mince. Et donc, l'un des organes qui pouvait encore, auquel le magistrat peut s'adosser pour garder son indépendance quand les choses iront mal, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, des promesses électorales au PAG, en passant par la Constitution, les deux versions,
est arrivé à ce qui a été fait finalement du Conseil supérieur de la magistrature, où non seulement le président ne s'est plus retiré, mais les membres du gouvernement sont venus en renfort avec 2 ministères. On peut encore justifier le renfort, mais le ministère de l'économie et le ministère du travail, on se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Dans ces conditions-là, nous avons peur que l'un des éléments pouvant concourir, pouvant crédibiliser, disons, l'indépendance de la justice ait été atteint. Mais Frédéric, quand on peut vous opposer qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent d'avis. Oui, les imbéciles ne changent, il n'y a que des imbéciles qui ne changent d'avis, mais selon les contextes. J'ai l'habitude de dire que nous ne devons ressembler qu'à ce que nous nous disons de nous-mêmes. Nous avons dit que nous sommes un État démocratique. Ou bien ça a changé ça aussi. Si ça n'a pas changé, alors l'État démocratique va avec une justice équitable. Une justice équitable va avec une justice indépendante. Or, nous n'avions pas, en termes d'indépendance des institutions démocratiques de notre pays, nous n'en avions pas encore terminé. Parce qu'il y a encore le problème d'autres institutions. Mais au moins sur la justice, où nous avions l'assurance que celui que les Béninois ont fini par élire a dit « Je vais vous garantir l'indépendance de la justice parce qu'au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, le président aura moins de pouvoir. Mais aujourd'hui, le président non seulement reste en toute puissance, mais il est revenu en renfort avec, je ne sais pas combien de ministres, 4, c'est ça? Et d'autres halogènes comme... Et des halogènes. Et voilà, et ça c'est la... L'ancien président de l'INAMA, Michel Ayaka. Et c'est la création, ça. Je ne sais pas ce qui a poussé à cet arrêté, mais encore une fois, puisque nous n'avons pas changé de direction et puisque nous continuons à dire que nous sommes un État démocratique, encore une fois, je pense que nous allons nous réveiller de ce vilain rêve. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si nous prenons le risque de continuer à faire croire dans la population, par cette décision-là, que la justice est caporalisée, que la justice n'est pas libre, alors nous faisons le terreau pour que les décisions de la justice ne soient pas crédibles, pour que les décisions de la justice soient attaquées. Et qu'est-ce qu'un État démocratique devient quand les décisions de la justice sont attaquables ou sont empreintes d'incrédibilité? C'est ce qu'il faut éviter. Parce que, in fine, il y a 110 ans dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons dit que nous sommes libérés de la tyrannie et de la misère. Libérés de la tyrannie et de la misère, cela revient à dire que nous pouvons désormais faire confiance à un plus fort que nous tous, dans un contrat social nous avons déterminé et qui peut valablement délibérer pour nous tous. Mais si le plus fort n'est fort que pour quelques-uns ou pour les gens de son sérail, en nous prenant notre élément d'équité, il y a un problème. Justement, est-ce que ce n'est pas le modèle démocratique qui lui-même est en cause, qui montre aujourd'hui ses insuffisances? Pourquoi vous dites ça? Parce que ce sont quand même des élus, ce sont quand même des représentants du peuple, ce sont des gens qui sont allés censés donc reproduire les aspirations du peuple, qui sont là aujourd'hui en train de reproduire ces aspirations à leur manière. Monsieur Vigile, vous allez prendre le véhicule le plus performant au monde et vous montez à bord avec un chauffeur le plus médiocre au monde. Vous allez trouver que le véhicule n'est pas bon. Le problème, ce sont les acteurs. Le problème, ce sont les acteurs. Il faut pouvoir travailler sur la qualité des acteurs. Et quand je dis qualité des acteurs, loin de moi de penser à des diplômes ou à n'importe quoi. Il faut travailler sur la qualité de conscience et d'intégrité, de conscience et d'intégrité idéologique des acteurs. Ce qui se passe aujourd'hui puisque vous rentrez un peu au niveau des acteurs, ce qui se passe aujourd'hui sur les divers blocs. Je pensais qu'on voulait lutter contre la transhumance politique et qu'on voulait encadrer la transhumance politique et que normalement la nouvelle charte des partis politiques devait pouvoir éviter la transhumance politique. On va remettre le compteur à zéro. C'est en remettant le compteur à zéro que vous créez un des pires phénomènes de revirement idéologique. Mais un individu, je ne peux pas comprendre qu'un individu ait plusieurs idéologies à la fois.
Vous ne pouvez pas être, je ne sais pas, trouvez-moi des idéologies contradictoires. Vous ne pouvez pas être le jour et la nuit à la fois. On vous oppose que l'idéologie, ça ne marche pas au Bénin. On n'en est pas encore là. Alors c'est grave. On peut alors craindre pour la solidité de notre État démocratique et donc davantage craindre pour le respect des droits de l'homme. Parce que si on ose dire ça, je ne sais pas qui a dit, je peux dire que je ne l'ai pas entendu, mais si on ose dire... Ce sont pourtant les acteurs du pouvoir qui le disent. Si on ose dire que nous n'avons pas un terrain favorable à l'expression et à la ténacité... Vous avez entendu au moins un député l'affirmer il y a une semaine exactement. C'est pourquoi je dis... Ordonne à la dating pour ne pas... C'est pourquoi je dis qu'il faut travailler sur la conscience et l'intégrité idéologique des acteurs. Je ne peux pas être aujourd'hui de gauche et demain me prévaloir de la droite. Ce n'est pas bien. Parce que au niveau de la démocratie aussi, vous savez, quand vous lisez tous les fondamentaux, les grands auteurs de la démocratie va de pair avec la morale. La démocratie va de pair avec les valeurs spirituelles. La démocratie va de pair avec les fondamentaux philosophiques. Et qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants dans cette errance idéologique, dans cette errance politique? Il y a un problème. Et pour ce qui nous concerne, nous, au niveau d'Amnesty, c'est que c'est justement ces acteurs-là qui sont les décideurs et qui sont les réceptacles de nos plaidoyers pour garantir les droits humains. Et si je ne peux pas, au sortir d'une audience de plaidoyer, quand l'autorité me dit « Ok, nous t'avons entendu, nous allons aller dans ce sens », je ne peux pas me dire que c'est une parole d'autorité et que demain cela ne changera pas au gré des tempêtes politiques. Il se pose un problème. Ça veut dire que notre contrat social ne tient plus. Et si notre contrat social ne tient pas, parce que c'est à ça que je voulais venir depuis longtemps, le respect des droits de l'homme est la meilleure garantie de la paix sociale. Le respect des droits de l'homme, c'est la meilleure garantie de la paix sociale. Et c'est pour ça d'ailleurs, vous savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme est en train d'avoir 110 ans. Mais je suis sûr que ce document va rester encore d'actualité pendant des siècles et des siècles. Parce que ça a été un document visionnaire. Déjà, dans son préambule, ce document disait qu'il est bien que les droits humains soient protégés par des pouvoirs, je paraphrase à peu près, des pouvoirs sains, des pouvoirs non tyranniques, de peur que, en dernier ressort, les personnes lésées dans leurs droits ne soient obligées, en dernier ressort, de se rendre justice soi-même. Si nous apprenons à nos gens, si nous mettons dans la tête de la population, nous corroborons une certaine rumeur que la justice n'est pas libre, parce que c'est nous qui rendons la justice, c'est nous qui venons c'est nous qui sommes la justice. Si c'est nous qui sommes la justice, si après nous c'est nous, c'est-à-dire qu'avant la décision c'est nous, après la décision c'est nous, à l'exécution c'est nous. Si les pouvoirs ne sont plus partagés, si notre idéologie, notre direction n'est pas fixée, nous retournons à l'état de Léviathan. Et dans l'état de Léviathan, chacun va se rendre justice. Et si chacun se rend justice, mais Vigile, toi et moi, on ne sera pas ici ce matin. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter qu'on en arrive au chaos. Parce que si un dirigeant, un leader, c'est une direction. Et si on ne sait plus la direction qu'on suit, si les mêmes personnes qui nous disent aujourd'hui qu'on ne peut pas toucher à un iota de notre constitution sans avoir fait ci ou ça, sont capables de nous donner une constitution et vouloir la passer de force. Oui, mais Fidel Kika, vous parliez tout à l'heure du droit de grève. Vous savez, il y a quelques... Quand j'ai découvert cela, j'ai eu la chair de poule. Ça peut être une coïncidence, mais j'ai le document signé par Son Excellence le Président de la République. Le document qui a été envoyé à l'Assemblée nationale sur la constitution version de mars 2017. Le projet de révision. Est-ce que vous savez que dans cette version, l'article 31 de la Constitution avait été déjà omis? Parce que la version présentait comme ceci. La version disait, bon, voilà, les articles qui ne sont pas touchés, c'est les articles que nous n'avons pas amendés, bien évidemment, et tel article, c'est les articles que nous avons amendés. Mais comme l'article 31 était censé être dans les articles qui n'ont pas été touchés. On ne l'a pas retrouvé dans le document. Il ne s'est pas retrouvé non plus dans les articles qui ont été
modifié. Ça peut Et puis quelques années, une erreur matérielle. et puis quelques mois après, une erreur matérielle de ce rang-là. Et quand vous avez vu après le débat qui a eu lieu, ça fait froid dans le dos. Quelqu'un a dit dans l'histoire, heureuse faute qui nous valut le salut. Mais là, ça risquait d'être une faute. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Oui, je parlais tantôt donc de l'insuffisance ou des limites de la démocratie elle-même. Dans un État démocratique, quelle est la solution à un Parlement, n'est-ce pas, qui va, par exemple, voter des lois qui, comme vous l'avez édicté tout au long de cette émission, violent les droits de l'homme, violent les droits de ceux-là qui les ont élus? Vous savez, lorsque votre collègue, la Nouvelle Tribune, a été suspendue, ouais. Avec quelques acteurs, nous nous sommes déplacés vers la HAC et nous avons eu une longue séance de travail, près de 5 heures de séance de travail. À la fin, le président de la HAC disait « Mais voilà, moi je ne travaille qu'avec le matériel que les députés me donnent. Donc si vous avez un plaidoyer à faire, remontez. » Parce qu'on s'est rendu compte, et vous venez de toucher un problème central et prépondérant que nous avons dans notre pays. On s'est rendu compte que le législateur ne tient pas compte souvent, dans son processus de décision, ne tient pas compte souvent des engagements et des obligations internationales prises par notre État en matière de droits de l'homme. Pire, on s'est rendu compte que le législateur n'en tient pas compte, pas parce qu'il sait, mais simplement en ignorance de cause. Et c'est grave. C'est grave parce qu'au niveau de la commission des lois, il devrait avoir des pôles techniques, d'expertise, pour que quand les lois sont prêtes, qu'on regarde les lois au prisme et à la lumière de nos obligations internationales en matière de droits de l'homme. Voir quelle convention ça aurait violé, là, ça pourrait violer. Exactement. Et au niveau de tous les cycles d'examen périodique universel, il y a une recommandation qui nous revient toujours, c'est mettre notre arsenal législatif interne à jour par rapport aux engagements et aux obligations internationales. Nous avons beaucoup de lois en donnant l'impression que nous n'inventons que les lois dans les 4 murs des 172 km² du Bénin, des 112 000 km² du Bénin. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes dans une communauté régionale, sous-régionale, internationale, et nous avons... Parce que quand ça nous chante, quand nous voulons aller à la croissance économique, nous sommes fiers de dire que nous sommes dans le Conseil des Nations. Mais quand il s'agit aussi de respecter les obligations, il faut être dans le Conseil des Nations. Vous avez touché le nœud du problème. Le nœud du problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas que des calculs politiciens. Le nœud du problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le législateur est presque analphabète de la question des droits de l'homme. C'est l'ignorance. Je dirais analphabète des questions des droits de l'homme. Et pire, il y a une mauvaise appréciation, une confusion de la compréhension des droits de l'homme et de la qualité de « je suis juriste ». Ce n'est pas la même chose. Écoute, moi, Fidèle Kikan, je ne suis pas juriste. Mais je ne suis pas moins un expert en matière de droits de l'homme. C'est une posture, c'est une autre école. Donc, avoir dans la commission des lois des juristes de haut rang, ça c'est indéniable. Mais il faudrait pouvoir avoir dans la commission des lois et au niveau des députés et au niveau de chaque appareil, chaque mécanisme de notre État, des personnes qui sont là rien que pour voir si la décision que nous allons prendre, si ce que nous voulons faire respecte les droits humains. Si on avait ça, le PAG du gouvernement aurait certainement une autre figure. Le Constitution a tout prévu, Fidèle Kikan. Pourtant, le Constitution a notamment, protégé les Béninois contre ces violations des droits de l'homme à travers la Constitution qui aujourd'hui, visiblement, ne protège plus assez les Béninois. Pourquoi? Je ne sais pas à quel jeu nous jouons au Bénin. Nous nous amusons à fragiliser les institutions. Et juste là,
la dernière institution qui semble être, puisque l'institution juge en matière de droits de l'homme, c'est la Cour constitutionnelle. Et la dernière institution à laquelle nous, on s'adossait juste là, depuis quelques années, malheureusement, est en train d'être vilipendée. Déjà par l'ignorance d'une kyrielle de ces décisions, alors que ces décisions sont supposées être sans recours. Ensuite, par des jurisprudences, des revirements jurisprudentiels qui sont totalement attaquables, même par des novices ou des ignorants de la chose juridique comme nous. Est-ce qu'on peut estimer que ce que vous dénoncez tantôt au Parlement est exporté également à la Cour constitutionnelle? L'ignorance, ce que j'appelais ignorance. En fait, c'est ça qui fait mal. Mais je dirais oui. Je dirais oui parce que quand vous regardez par rapport à certaines lois, les décisions de conformité que la Cour rend, vous vous rendez compte que le langage est beaucoup plus juridique, si encore on veut concéder un langage juridique, mais derrière, vous êtes désemparé sur la non prise en compte des b.a.-ba en matière de droits de l'homme. Sinon, par exemple, la Cour constitutionnelle du Bénin n'aurait pu jamais entériner un tel encadrement du droit de grève. Jamais. Jamais, parce qu'on sait que ce n'est pas faisable. Maintenant, là où la chose nous rend totalement confus, nous, là, de la dernière génération, là où ça nous rend totalement confus, c'est des personnes les meilleures que nous puissions avoir. Vous savez, j'ai rencontré une personnalité, et moi-même, j'ai écrit une fiche. Quand le professeur Diobenou avait été nommé ministre, j'ai fait personnellement une fiche à mon institution. Et dans cette fiche, je disais, j'ai comme l'impression que nous n'aurons pas de grain à moudre parce que tout le travail va être fait. Parce que le monsieur, il incarnait, il portait nos valeurs. En plus, vous savez ce que j'ai écrit dans cette fiche? Oui. C'est un produit de la chaire UNESCO. C'est un produit, le professeur Diobenou, c'est un produit de la chaire UNESCO. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a d'autres cadres que je ne vais pas citer ici. Donc je ne peux pas comprendre que nous, là, ignorants de la chose, balbutiants de la chose, qu'on puisse trouver à redire sur des décisions d'une grosse institution comme celle-là. Vous soupçonnez comme certains que c'est peut-être la politique. Justement, et c'est là où ça devient grave. C'est-à-dire que si la question, si notre dernier bastion, pour nous départager, nous tous, et pour nous protéger, comme vous le dites, du plus fort d'entre nous, qu'est l'exécutif, si ce bastion nous donne l'impression d'être dans une certaine complicité ou dans un certain jusqu'au boutisme, rien que pour des réformes et rien que pour des réformes, mais nous sommes désemparés. À qui nous allons nous vouer? Fidèle Kekan, justement, c'est la question que j'allais vous poser, passer l'émotion, passer le constat et les commentaires autour. Que font les acteurs des droits de l'homme face à toutes ces violations des droits de l'homme? Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître une situation. Le mouvement, le mécanisme des OSC, des organisations de la société civile, a été sonné. En fait, ce qui se prépare aujourd'hui, on n'était pas préparé à ça. Parce que, dit autrement ici, c'est franchement se leurrer. On n'était pas préparé à ça. C'est-à-dire que la chaîne des décisions, la gravité des décisions qui ont été prises, je dirais le cynisme même, on dit enfant, Kadhafi, quoi. C'est comme si, on n'était pas préparé à ça parce qu'on était encore scrupuleux de certaines valeurs, de certaines personnes qui incarnaient ces valeurs et autres. Et nous avons été sonnés. Et dans notre rang, il y a été aussi une désorganisation aux premières heures. Vous avez été aussi démantelé, comme disait. Démantelé, ça, je l'assume. Aux premières heures, je répète, aux premières heures, parce que là, nous sommes en train de faire un long bilan. Aux premières heures. Pourquoi aux premières heures? Parce que les personnalités qui sont de l'autre côté aujourd'hui
c'est des gens qui nous ont formés ou qui étaient restés très proches de nous, qui nous connaissaient de l'intérieur, qui savaient nos méthodes de travail. Mais c'est des gens que vous avez rêvé être là où ils sont aujourd'hui, pour voir les choses changer. Exactement. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai fait une fiche pour dire, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que je deviens directeur d'Amnesty en ce moment, parce que je n'aurais pas de gré à moudre, parce que quelqu'un a été nommé ministre. Et je pense que j'ai eu l'occasion de le dire, quand la première fois j'ai rencontré, l'une des rares fois j'ai rencontré le professeur de Bonou, j'ai pu lui dire, j'ai dit, mais vous incarnez notre fierté. Mais aujourd'hui, avec les produits que nous avons eus, tant au niveau du ministère, tout n'est pas noir, mais tant au niveau du ministère qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons été éberlués, nous avons été désemparés. C'est maintenant que nous sommes en train de nous réorganiser pour faire face et pour encaisser les coups et pouvoir avancer. Mais il faut reconnaître, pendant un an et demi, 2 ans, nous avons été sonnés, nous avons été désemparés, nous avons été désorganisés. Quelles sont les possibilités que le Béninois lambda a de se faire entendre la violation de ses droits à l'international? Alors, dans les contentieux stratégiques, de ce qu'on appelle les litiges stratégiques, c'est pas un mythe. Si vous savez écrire un recours à la Cour constitutionnelle, c'est que vous êtes capable d'écrire un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous êtes capable d'écrire à la Cour de justice. Mais tout le monde ne s'appelle pas non plus Prince Agbodian. Non, il n'y a pas que... Et justement, Prince Agbodian et autres acteurs, la chaîne UNESCO et autres, nous œuvrons aujourd'hui pour démocratiser la rédaction, les techniques de rédaction. Donc vous organisez des séances d'apprentissage de la exactement. Et nous, par exemple, à Amnesty, cette année, on ne l'a pas fait parce que ça coïncidait un peu avec la même initiative que la chaîne UNESCO avait prise au niveau régional. Mais nous, par exemple, au niveau d'Amnesty, chaque année, nous aurons une activité annuelle pour apprendre à une trentaine ou à une cinquantaine de jeunes Béninois comment est-ce qu'il faut rédiger les différents recours. Pourquoi ne pas édicter aussi de petits bouquins ça, c'est une belle idée que vous venez me donner et nous achetons et c'est sûr que nous allons pouvoir acter là-dessus très. Donc, nous allons créer justement cette subversion positive de plusieurs personnes qui sont à même. Parce que l'une des faiblesses aussi de la société civile ne travaille pas ex nihilo. Écoutez, moi en tant que Kikan, Serge Agbodian, Ralmé Gandaro et tout ça, on ne peut pas se mettre tout seul dans la rue et commencer. Parce que l'autre chose aussi, la rue, l'espace public demeure le terreau, le matériau précieux de l'expression de la veille citoyenne. Or, aujourd'hui, il y a une certaine peur, il y a une certaine appréhension à pouvoir aller dans cet espace public. Donc, ce que nous allons faire, c'est de continuer à parler aux 85% de nos justiciables que nous avons au Bénin, continuer à leur apprendre, à les éduquer sur leurs droits et devoirs et les mécanismes de revendiquer leurs droits, ça s'appelle l'éducation aux droits humains. Continuer à faire ça dans nos villes et dans nos campagnes. Continuer donc à apprendre aux gens comment on élabore les recours pour espérer créer une nouvelle société d'éveil et de veille citoyenne. Peut-être que dans un instant l'autre, nous allons prendre des auditeurs évidemment, mais avant une dernière question, on sait que dans cette lutte, il y a cet instrument, cet organe qui pourrait vous aider, la Commission des droits de l'homme, vous l'aviez évoqué tantôt, on en est où actuellement? Là, il faut pouvoir dire, même si c'est tard, même si c'est venu assez... Il faut féliciter le gouvernement parce que je crois le tout dernier Conseil des ministres a finalement rendu public la liste des commissaires de cette commission-là. Et je pense que, sauf erreur, les étapes qui restent, c'est que ces personnes nommées se retrouvent, mettent en place le bureau, puissent prêter serment et puissent avancer. Mais la chose n'est pas finie. La Commission béninoise des droits de l'homme, selon les principes de Paris, devait pouvoir être suffisamment indépendante sur le plan administratif, sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier. Et j'espère que la loi des finances 2019
a prévu le fonctionnement de cette commission-là. Et donc, qu'on ne va pas mettre les 5 ans ou les 7 ans qu'on a mis depuis la loi 2012 pour la mise en place finalement de la commission, on ne va pas encore mettre autant de temps pour son opérationnalisation. Donc, il faut que la commission, c'est bien d'avoir nommé les gens, il faut que la commission soit opérationnelle rapidement, mais en observance des principes de Paris. Et pour nous, au niveau de la société civile, c'est un renfort. Parce que je ne serai plus seul désormais à m'inquiéter de ce que, pourquoi est-ce que le caporal Dangour, depuis, son cas n'est pas accéléré, élucidé pour que les parents puissent faire le deuil. On ne sera peut-être plus seul à nous dire, ben voilà, nous allons fêter le 5e anniversaire de l'assassinat marqué de Martin Assogba, sans que personne ne puisse le dire, alors que le premier des Béninois, son excellent Patrice Talon, en août 2016, a pu dire devant toute la nation, sans que personne ne s'en meuve, qu'il ne veut pas créer la polémique. Mais justement, c'est cette polémique qu'il faut créer pour que les devanciers devant nous qui se sont mis en difficulté, qu'au moins on sente que l'État s'intéresse et que la justice... On ne finit pas martyr quand on prend une telle option, l'option de la défense des droits de l'homme. Fidèle Kika, de toute façon, ce n'est pas ma vocation à moi. Fidèle Kika, je ne vous le souhaite pas non plus. On sait qu'un organe comme la Commission béninoise des droits de l'homme, dans un contexte comme celui que vous avez décrit, le gouvernement ne pourrait pas être tenté de la contrôler cette commission. Oui, on peut être tenté de le faire, mais encore une fois, je vais en appeler à l'intégrité idéologique et de conviction des commissaires. Ce qui est sûr, une institution indépendante comme Amnesty International, si nous nous rendons compte demain que dans son fonctionnement, la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas libre et ne fait pas son travail, nous allons l'attaquer. C'est pur et simple. Et au niveau des Nations Unies, il y a des mécanismes pour rétrograder toutes les commissions et toutes les institutions des droits de l'homme dans les pays. Donc il n'y a même pas de peur à se faire par rapport à ça. On connaît les visages. Si les commissaires s'amusent à s'aborner aux injonctions du pouvoir et à ne pas garder leur indépendance, à ne pas garder notre commission chèrement acquise selon les principes de Paris, c'est nous-mêmes acteurs, défenseurs des droits humains, qui allons œuvrer pour qu'elle soit rétrogradée. Est-ce que les figures qui y figurent et qui sont déjà vous rassurent? Oui, a priori, j'ai pas de problème par rapport à ça. A priori, il n'y a pas de problème. Nous avons des commissaires qui ont été élus par leur père, qui vont se retrouver, qui vont mettre en place un bureau, qui vont fonctionner de façon indépendante. Maintenant, laissons-les travailler et dans le produit, dans ce qu'ils vont produire, dans la manière dont ils vont travailler, la Commission béninoise des droits de l'homme du Bénin ne s'invente pas. Et il y a des procédures, il y a des canevas dans lesquels les autres commissions travaillent. Et donc, nous allons aviser par rapport aux résultats qu'ils vont donner. Mais je pense qu'ils ont intérêt, dans cette ambiance où la chose des droits humains est orpheline de père et de mère. Orpheline de père parce que il y a comme une certaine... la confiance s'est sérieusement effritée, tant au niveau de la justice qu'au niveau de l'exécutif. Orpheline de mère parce que nous pensions que le juge constitutionnel, qui devrait être garante des libertés fondamentales et publiques, nous ne sommes pas très rassurés ou nous ne sommes pas serein dans les décisions qu'il prend. Votre seul espoir, c'est cette commission. Nous pensons que la commission a un rôle historique pour redorer l'indicateur droits humains au Bénin. 2 numéros pour nous joindre dans cette émission, 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Le tout premier auditeur est en ligne, bonjour. Bonjour, Virgile Jean Coton. Bienvenue, Jean Coton. Monsieur Fidèle Kikan, je vous salue. Bonjour, monsieur. Pour toute cette clarification qui nous permet d'avoir une visibilité sur cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Cela dit, monsieur Fidèle Kikan, me fondant sur les dispositions de l'article 147 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, stipulant, citation, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Fin de citation. Eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le président de la République a l'obligation de prendre des mesures qui s'imposent pour déférer au respect de cet arrêt qui, faut-il le reconnaître, est un camouflet tout de même pour notre démocratie. À moins d'être vraiment lui-même l'incarnation de l'État voyou qu'il a dénoncé lui-même à une époque récente. Deuxième question. Le droit à l'information est un droit constitutionnel, comme le législateur l'a prévu à l'article numéro 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que le Bénin a ratifié. Que fait votre institution pour pallier définitivement le problème de brouillage dont la fréquence de la radio de l'entreprise est l'objet depuis le 16 octobre 2017. Je vous rends l'antenne. Merci. Bon dimanche, Jean Coton. Deuxième auditeur, bonjour. Monsieur, bonjour. Eugène Iwaignon. Oui, allez à vos questions. Voilà. Monsieur l'invité, si les commissaires de votre organisme ont intérêt à donner le meilleur, à ne pas s'aborder au système, que pourriez-vous faire lorsque vous tombez sur des personnes sur qui vous avez une énorme confiance, lorsque vous les avez vus nommer à des postes de responsabilité qui à la fin vous disent, est-ce que votre organisme peut faire, c'est-à-dire, moi je propose, vous allez me dire non, c'est pas possible, est-ce qu'on ne peut pas les confier à la Cour internationale de justice de la Haye directement? Ça c'est la première question. Deuxième question, face à la décision rendue vendredi par l'organisme en demandant de mettre fin à leur comédie de verdict, et au cas où notre gouvernement ne respecterait pas cette décision, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'on ne voudrait pas être à l'image du Sénégal, donc est-ce qu'il n'y aurait pas une sanction aussi due contre pas contre le peuple, mais contre le régime? Il y a une possibilité qu'on prenne une sanction due contre, c'est-à-dire à défaut de faire, à défaut que le fou rentre dans le marché, qu'il y ait une folle dans le marché. Troisième pour finir, dites-nous, si au début vous avez apprécié le gouvernement de Patrice Talon dans son envie à vouloir, je dirais, entrer dans les rangs en matière de décision prise, c'est-à-dire en passant par le ministère des Affaires étrangères, je vous oubliais ce que vous avez... Et maintenant, lorsque nous voulons, moi je voudrais une comparaison entre ce régime en matière de décision, de vouloir se mettre en ordre, et le régime précédent, lequel est un régime, je dirais, acceptable, bon, qu'on peut encourager et qu'on ne traiterait pas d'état de voyous lorsque même on parle, on dit, on lutte contre l'état de voyous, finalement on est un état de voyous. Est-ce que vous... Eugène Iwaignon, merci. Troisième auditeur, bonjour. Oui, monsieur Vigile, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Kika. Bonjour. Voilà, Christian Padon, je vous appelle depuis Sobo. Allez-y. Monsieur Kika, Vigile vous a posé quelques questions, mais moi, je n'ai pas eu satisfaction. Je vous repose la même question. Voilà que la Cour africaine des droits de l'homme a demandé de suspendre 20 ans d'emprisonnement et amende contre Sébastien Achavon. Est-ce que si cette décision n'est pas exécutée, que fera la Cour africaine de parce que moi, je n'ai pas bien compris. Vigile avait posé la question. Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Que ferait cette Cour? Il va s'entendre avec la Cour constitutionnelle ou bien c'est au niveau de notre président, parce que c'est lui qui est le premier magistrat du Bénin. Deuxième question. Nous voyons aujourd'hui
hier et aujourd'hui que les décisions prises par la Cour constitutionnelle n'est pas trop respectée, surtout la Cour avant. Aujourd'hui maintenant, nous sommes devant les faits qui ne nous plaisent pas. Que ferions-nous, vous, en tant que défenseur des droits humains, que ferez-vous pour que nous puissions avoir notre droit réel dans cette République? Bon dimanche à vous. Merci, Christian Padono. Quatrième auditeur, bonjour. Oui, monsieur Vigile, bonjour. Bonjour. Valentin Yono, en directeur de Thionville. Et nous devons aller avec plus de... on va aller concrètement, monsieur l'invité. Je dis de façon concrète, qu'est-ce que la justice béninoise, qu'est-ce que je dis, la criette qui avait prononcé sa sentence, qu'est-ce que cette criette devra faire dans les tout prochains jours, monsieur le journaliste, par rapport à cette décision? De façon juridique, le Bénin, c'est ma deuxième préoccupation d'ailleurs, de façon juridique, le Bénin dispose de combien de jours pour exécuter cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme? Troisième préoccupation pour finir, peut-on déjà espérer le retour de M. Adjavon dans les tout prochains jours sans être inquiété? C'est ma troisième préoccupation. Je vous laisse en tête. Merci à vous. Valentin Ayonou, nous allons prendre le cinquième et tout dernier auditeur de ce jour. Bonjour. Bonjour. Bon, nous avons quelques difficultés à avoir le cinquième auditeur. Nous allons revenir dans ce studio, Fidèle Kékan, et donner réponse à cette différence. Il nous rattrape. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. C'est Sébastien Yonrosso. Merci, monsieur le journaliste, et merci à votre invité pour l'explication donnée. Ma première question est de demander, est-ce que notre gouvernement n'est pas en train de faire trop de la politique en ce qui concerne la lutte contre la corruption? Parce que nous voyons aujourd'hui, nous connaissions des dossiers avant l'arrivée du président de la République, et beaucoup de ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, pour ne pas les citer, et même Djogbe, nous, de la Dati, on avait défendu des dossiers dans ce pays. Mais ces dossiers sont laissés de côté. Et aujourd'hui, on en sort des dossiers que les gens ne maîtrisent même pas, et on envoie ça devant la criette. Et est-ce que notre pays sera respecté pour ça? Deuxième question. Et les gens n'aiment plus faire les recours aujourd'hui. Quand ils voient quelqu'un, ils disent qu'il ne faut plus faire recours. Parce qu'on sait celui qui est là. Il a fait des revirements que les gens sont étonnés de tout ça là. Est-ce que avec ça, notre petit qui est la Cour constitutionnelle n'est pas saccagé? Sébastien Yonrosso, bonne émission à vous. Merci. Donc, nous revenons définitivement dans cette émission Fidèle Kékan. Je ne sais pas par quoi vous commencez brouillage de Soleil FM, une violation des droits de l'homme? Alors, je pense que c'est... Je remercie les auditeurs et il n'y a pas de quoi être fier en fait. Vous savez, même vous-même à Soleil FM, je me rappelle en période électorale, j'étais dans vos locaux à Cotonou, quand je demandais aux candidats de pouvoir signer le manifeste pour les droits de l'homme. Et je ne sais plus lequel de vos collègues qui me posait des questions, et j'avais un développement des impacts si jamais le prochain chef de l'État ne signait pas ce document, ou du moins ne s'engageait pas pour les questions des droits de l'homme. Et un de vos collègues m'a dit quelque chose qui m'est resté. Il dit, mais monsieur, vous n'avez pas l'impression que vous êtes trop apocalyptique? Et je disais, je préfère assumer d'être apocalyptique aujourd'hui que de pouvoir régler des problèmes plus graves demain. Je pense que les dirigeants de ce pays sont à l'écoute et le divorce est en train d'être consommé par rapport à nos institutions. Parce que quand le dernier intervenant dit, par exemple, que les gens ne devraient plus, les gens se refusent de faire les recours parce que la Cour constitutionnelle serait saccagée. Ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable que notre Cour constitutionnelle soit saccagée et que si jamais
juste là, nous avons des raisons, prouvées ou pas, qui peuvent concourir à ce que les populations aient cette perception de la Cour constitutionnelle, à charge des autorités de rapidement corriger cette perception-là. Parce qu'un divorce institutionnel... De s'auto-corriger ou il a d'autres mécanismes de correction? De s'auto-corriger. Et d'engager des dialogues ou au moins arriver à ce que des actions ou des décisions prises soient expliquées en français facile pour chacun d'entre nous. Sinon, si un divorce, vous avez vu le divorce avec la justice, ce que ça donne dans la rue en termes de justice de la rue. Le divorce avec la Cour constitutionnelle et les citoyens va donner quoi? Et justement, Eugène Ewaignon posait une question à la suite. Il dit que faire face aux acteurs qui ne respectent pas, qui déçoivent en tout cas? Faut-il les amener à la haie? Je crois que c'était pour rigoler. Ce qui est sûr, il y a la possibilité en termes de recours d'engager les responsabilités personnelles des acteurs politiques étatiques. Ça, c'est faisable. C'est-à-dire que au lieu d'engager la responsabilité d'une institution, d'un ministère, on peut cibler la personne qui dirige ce ministère pendant que le fait incriminé est là et pouvoir l'attaquer. Donc, c'est bien possible. Alors, la question de l'article 147, ça c'est clair de notre Constitution. Nous sommes dans un État moniste, où les obligations internationales sont supérieures à nos normes nationales. Ça, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui adviendra si l'État béninois n'obtempérait pas, ne déférait pas la décision? Je donnerai deux réponses. Une réponse qui peut décourager, c'est de dire tout de suite que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est une cour sans armée, sans police. Donc, pas de possibilité. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la police qu'on suit l'exécution d'une décision. Mais comme c'est une adhésion libre de chaque État, on revient encore à cette galanterie, à cette discipline communautaire, à cette élégance diplomatique qu'on reconnaît quand même à notre pays pour dire que le Bénin va pouvoir suivre cette décision et la mettre en œuvre. Quelqu'un a demandé dans quelle période. La décision la comporte. L'article 2 de la décision dit c'est sous quinzaine. Donc l'État béninois a 15 jours pour faire le rapport de la mise en œuvre de la décision que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Maintenant, si l'État béninois ne le fait pas, qu'est-ce que nous tous nous pouvons faire? La première des choses, c'est que on verra clair de quelle option notre pays a prise en matière de respect des institutions internes et internationales. Et on va observer surtout les arguments que le Bénin va donner pour ne pas respecter. Et s'il n'y a pas de rapport, peut-être puisqu'il n'aurait pas de rapport, peut-être qu'il n'aurait pas d'argument. Et c'est sur la base, non, le ministre de la Justice, il communique beaucoup. Il communique beaucoup, donc on verra les arguments et c'est sur la base de ces arguments que aussi bien citoyens lambda que acteurs de la société civile, on verra les autres. Mais je rassure tout le monde, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu une décision sur la forme et a dit je veux que vous me donnez le temps de me prononcer sur le fond. C'est des mesures conservatoires dont la Cour jouit. Dont la Cour jouit et donc normalement qui devait pouvoir. Mais est-ce que dans ces conditions, est-ce que le demandeur peut rentrer au pays sans être inquiété? Justement, oui. Normalement, à partir du rapport que le Bénin pourra faire, on en tirera toutes les conséquences. Comparaison, respect des droits humains entre le régime Talon et celui de Yahi. Amnesty International ne fait pas des comparaisons. Vous avez quand même, vous êtes habitué à des statistiques? Non, on ne fait pas non plus des statistiques. On présente des faits. On présente des faits et je pense que j'ai présenté des faits. Je ne veux pas remonter à la période, mais il faut reconnaître, je l'ai dit dans cette émission, l'appréhension, l'évaluation des questions des droits humains, c'est difficilement à s'y construire au niveau d'un seul régime. C'est des rapports de cause à effet, de conséquences à autre. Mais il faut reconnaître que nous avons atteint certaines choses, nous avons touché à certains principes, à certaines valeurs qui n'avaient jamais été touchées.
Que devrait faire la CRIET? C'est la question de Valentin Yonou. Ben moi je ne sais pas parce que la décision de la Cour n'a pas été adressée à la CRIET. La décision de la Cour a été adressée à l'État béninois et donc c'est à l'État béninois de répondre. Et si l'État béninois, dans le processus d'élaboration de sa réponse, trouve nécessaire qu'il faut consulter la CRIET, ben ça va être sous cap, mais la CRIET n'a pas à répondre à la Cour africaine. La lutte contre la corruption est-elle politisée et sous talon? Je préfère ne pas prendre la réponse sous cet angle de politicité ou pas, mais je suis d'accord avec l'auditeur qui dit qu'il y a des anciens dossiers, qu'il y a des dossiers qui semblent être des dossiers stars sur lesquels on attendait. Très attendus, qui n'ont pas bougé. Quelqu'un a pu dire que si Daïnvoa a disparu, qu'il serait dans les placards de la présidence. Entre-temps, il est passé par la présidence. Je pense qu'il s'apprête à nous dire où est-ce qu'il se trouve, en fait. PPA 2, nous sommes insurgés contre ce qui a été fait de PPA 2 et nous pensons qu'il faudra poursuivre les recherches. Et il y a tellement de dossiers et effectivement, c'est une invite. Nous soutenons l'envie du gouvernement à faire de l'impunité zéro et à faire de la lutte contre la corruption, mais nous l'encourageons à toucher à tous les dossiers sans désemparer. Malheureusement, Fidèle Kekan, nous arrivons au thème de cette émission. Alors, au thème de cette émission, je vais partager un petit fruit de mes lectures avec vous. Notre État s'est délibérément lancé vers le libéralisme outrageant. Je ne veux pas rappeler ici ce que le libéralisme outrageant a causé en France, par exemple, en termes du phénomène des gilets rouges. Des gilets jaunes. Oui, il y a eu les foulards rouges qui se sont mêlés, c'est pour ça que Alors, je suis tombé par hasard sur cette lecture-là, c'est de René Passette. Il dit, écoutons les versets tyranniques de l'économisme triomphant. L'opulence par le libre jeu du marché, le plein emploi par la croissance, la vigueur du système par la compétition par la productivité, la rentabilité pour critère unique et la richesse monétaire comme valeur suprême. Mais justement, cet économisme triomphant, quels sont les résultats que cela produit? Écoutez, René Passette dit, voilà les résultats que l'économie triomphant produit. Le chômage et la décomposition sociale, la surexploitation de la planète, la marchandisation du corps humain, l'écrasement du faible et le règne de la canaille. Il faudra faire attention. Le tout croissance économique, le capital, mais le bien-être social d'abord, et on ne peut pas parler de bien-être social sans mettre au centre l'homme et les droits de l'homme. Fidèle Kekan, vous êtes le directeur exécutif de Amnesty International Bénin. Merci d'être venu à cette émission. Merci à chacun, à tous. Merci, surtout aux amis auditeurs. Avec Edgar Nyakadia, la technique sans langue de bois. C'est encore dimanche prochain.